Bonjour à tous. Peut-on prélever plus d'eau dans le Rhône? C'est une question récurrente chez beaucoup de gestionnaires, en particulier d'affluents, qui voient dans cette ressource une ressource possible pour peut-être substituer des prélèvements aujourd'hui qui posent problème sur leur bassin versant. 2 fois le débit de la Loire, 3 fois celui de la Seine, 4 fois celui de la Garonne. Le fleuve Rhône est un fleuve abondant, même très abondant, au regard des autres grands cours d'eau français. Pour autant, peut-il être considéré comme une ressource inépuisable? Peut-on aujourd'hui vraiment prélever plus d'eau dans le Rhône? C'est cette question que nous a soumise l'Agence de l'eau et la DREAL de bassin, dans l'objectif de vraiment cerner la capacité de ce fleuve à répondre à l'ensemble de ses usages actuels et futurs, tout en assurant ses fonctionnalités et les fonctionnalités en particulier de ses milieux aquatiques. Le bassin du Rhône s'étend à la fois sur la Suisse et la France. C'est un bassin international. Il fait près de 96 000 km². Le fleuve lui-même fait environ 800 km de long. Notre étude ne s'est pas concentrée uniquement sur le fleuve lui-même, mais bien à l'échelle de tout son bassin versant. On a distingué pour ça en fait 2 systèmes bien différents. Le système Rhône lui-même, c'est-à-dire le fleuve et sa nappe alluviale, et ce que nous avons appelé le système interagissant, c'est-à-dire l'ensemble des affluents et des bassins versants confluents vers le Rhône. Si nos propos se sont concentrés sur le système Rhône, il a bien été nécessaire d'étudier aussi ce qui se passait sur les affluents, puisque toute l'eau qu'on soustrait aux affluents ne parvient pas au Rhône. Tous les barrages qui, par exemple, stockent de l'eau sur les affluents modifient le régime hydrologique du fleuve lui-même. Donc, en 4 questions, je vous propose d'aborder cette démarche. Dans un premier temps, comment fonctionne le Rhône à l'étiage ? Je propose de vous rappeler quelques ordres de grandeur sur le régime hydrologique du fleuve. Si on se place à la sortie du lac Léman en Suisse, ça a été dit tout à l'heure, on a des débits en période estivale qui sont remarquablement élevés, puisque le débit de pointe se situe au mois de juillet. Si maintenant on se place tout à l'aval du bassin, à Beaucaire, on a au contraire au mois d'août les plus petits débits observés. Ces débits, pour autant, ne sont pas si faibles que ça, puisque, justement, ces eaux de fonte en provenance des Alpes soutiennent l'étiage estival du Rhône dans sa partie sous influence pluviale. Sur cette carte, j'attire votre attention sur ces 6 points rouges, qui sont en fait les 6 points de référence dans le SDAGE pour gérer le fleuve Rhône sur l'aspect quantitatif en particulier. Donc, il s'agit de 6 stations hydrométriques dites de référence. Donc la plus amont étant la station de Pougny, peu après la sortie de la Suisse, et la plus aval étant la station de Beaucaire. Je n'ai pas détaillé tous ces chiffres, mais retenons que le débit moyen du fleuve Rhône à son aval, c'est 1700 m3 par seconde, vous avez l'équivalent en amont. Au mois d'août, le débit moyen du fleuve, c'est 950 m3 seconde. Une année sur 5, il est plus petit que 780. Au mois de juillet, le débit du Rhône, grâce en particulier à ce soutien de la fonte des Alpes que je soulignais, est encore de près de 1300 m3 secondes en moyenne. Revenons sur l'importance fondamentale de ce bassin amont. Il ne fait que 8%, mais il va représenter au mois d'août 40% du débit du fleuve. Donc voilà la surface verte ici, et voilà le débit généré par cette surface au cours de l'année, avec le pic au mois de juillet-août en période estivale. Donc vous allez voir que les autres zones contributives du bassin génèrent également de l'eau, mais beaucoup moins, en particulier en période estivale. Et c'est finalement la partie amont qui va représenter une part très importante du débit d'étiage du Rhône quand on le regarde à l'aval. Par exemple, si on regarde la zone contributive la plus aval, qui inclut en particulier la Durance, on voit que sa participation au débit d'étiage est très faible. La zone rouge, c'est le bassin de l'Isère en particulier, représente également un soutien important pour l'étiage de la partie aval.
Dans notre étude, nous avons fait une rétrospective sur le siècle passé et nous avons recherché les années les plus sèches historiques. 14 années ont été retenues, qui incluent en particulier les années 1921 et les années 2011. On a regardé en détail comment se présentaient les étiages pour essayer de dresser une typologie des étiages du Rhône à travers ces 14 épisodes. Il en ressort que les étiages peuvent survenir à des saisons très variées, aussi bien en automne qu'en hiver, au printemps ou en été. La durée de ces étiages peut être très variable. Elle peut être très longue. Par exemple, l'hiver de 1921 avait été précédé aussi de printemps et d'un été particulièrement sec. En 2011, le printemps avait été très sec, ça a été souligné, mais l'automne avait été également sec. Donc, l'étiage peut intervenir à toute saison, mais c'est majoritairement en automne, en particulier sur la zone aval, qu'on observe les étiages de manière le plus récurrente. Au final, en conclusion de cette partie, il n'a pas été possible de dresser un véritable étiage type du Rhône, et c'est bien chaque année d'étiage qui a été le fruit d'une situation particulière, aussi bien en situation d'enneigement que de pluie plus ou moins abondante sur les bassins d'influence pluviale. Le cœur de l'étude s'est concentré sur l'influence des prélèvements actuels sur le débit du Rhône. Ça a été souligné, c'est une approche qui n'avait été jamais faite à ce niveau de détail. Il s'est agi de connaître le plus précisément possible l'ensemble des gens qui modifient l'hydrologie du Rhône et de comprendre comment le Rhône aurait un débit différent s'il n'y avait pas ces usages. Pour cela, nous avons fait appel à la notion d'empreinte. Voilà le débit du Rhône qu'on observe aujourd'hui. Voilà la quantité d'eau qu'on lui soustrait du fait des usages, et voilà le débit qu'aurait le Rhône s'il n'y avait pas ces usages. Et ce qu'on a qualifié d'empreinte, c'est le ratio des usages qu'on fait de l'eau par le débit qu'aurait le Rhône s'il n'y avait pas ces usages. Donc pour cela, nous avons inventorié l'ensemble des usages préleveurs ou modifiant l'hydrologie à un certain moment dans l'année. Donc en premier lieu, le Rhône dessert en eau potable. Quand je dis le Rhône, le bassin du Rhône dessert en eau potable 10,5 millions de personnes qui prélèvent de manière nette, c'est-à-dire qu'en considérant les retours via les stations d'épuration ou via de manière diffuse, qui prélèvent environ 17 mètres cubes secondes sur le Rhône. Donc souvenez-vous des valeurs qu'on avait au mois de juillet en particulier, qui étaient de l'ordre de 1300 mètres cubes secondes en moyenne ou 1000 mètres cubes secondes au mois d'août. Donc ces ordres de grandeur sont importants à avoir en tête. On peut retenir un ordre de grandeur de 1000 quand j'annonce 17 mètres cubes secondes, par exemple, pour l'eau potable. Le Rhône sert aussi à irriguer 221 000 hectares. Donc là, le Rhône, de nouveau, ce n'est pas le Rhône seul, c'est le Rhône et ses affluents. Ces surfaces se trouvent à l'intérieur du bassin, mais également à l'extérieur du bassin. Ce prélèvement représente en pointe 135 à 155 mètres cubes par seconde. Ces surfaces sont composées majoritairement de vergers, de maïs, de vignes, de riz et de surfaces en herbe. Le Rhône sert également à des usages industriels qui, en quantité, en prélèvement net, représentent un débit très faible au regard des autres usages déjà envisagés. Donc je répète que tous ces débits que je cite sont des influences nettes, c'est-à-dire qu'on a compté la quantité d'eau extraite au système et on a rajouté à cela la quantité d'eau qui revenait vers le Rhône. Donc c'est bien l'influence nette qui est comptée ici. Donc les industriels prélèvent beaucoup d'eau, mais ils en remettent une grande partie, ce qui fait qu'au final, l'influence nette est assez faible. Le Rhône sert aussi à refroidir 4 centrales nucléaires pour un débit moyen sur l'année de 4,5 mètres cubes secondes à peu près constant. Le Rhône sert à alimenter des canaux de navigation dont l'influence est quasi négligeable. Et enfin, un usage qu'on ne soupçonne pas au premier abord, mais qui est fondamental dans sa modification de l'hydrologie du fleuve, c'est le stockage et le déstockage des barrages. Tous les grands barrages situés en particulier dans les Alpes, dont le volume utile a un total de près de 4,5 milliards de mètres cubes en incluant les barrages suisses, provoque un stockage lors de la fonte qui équivaut en fait à un prélèvement, un manque à gagner pour le fleuve Rhône de plus de 200 mètres cubes par seconde. Donc cette eau qui est stockée au printemps
est restitué au Rhône en hiver. Mais on a bien, pour ces mois de mai, juin, juillet, l'équivalent d'un prélèvement lié à ce stockage. Donc, se rajoute à ça, en termes, donc cette eau qui est prélevée puis restituée, à un usage hydroélectrique, mais également de régulation, et peut soutenir des cours d'eau comme la Durance pour de l'irrigation à l'aval. On a également des transferts d'eau qui servent à de la production hydroélectrique. Le Rhône reçoit de l'eau en prenant du bassin de la Loire, mais surtout perd de l'eau via un transfert vers l'étang de Berre. Et au final, on a des pertes qui, pendant les mois d'étiage, se situent autour de 10 mètres cubes secondes, des pertes nettes, et de 25 à 50 mètres cubes secondes pour ces usages pendant les mois d'hiver. Donc voilà la vision d'ensemble des usages à l'échelle du bassin du Rhône et leur influence sur les débits, avec une pointe qui finalement est inattendue. On l'imaginait peut-être en juillet, mais du fait du stockage des barrages et des transferts, elle se situe en fait au mois de mai, avec plus de 300 mètres cubes secondes soustraits au débit du Rhône. La pointe, pendant la période estivale, elle se situe près de 220 mètres cubes par seconde. Ces usages se répartissent de manière inégale de l'amont vers l'aval. Je n'irai pas dans le détail, mais ces graphiques vous montrent, depuis la sortie du lac Léman jusqu'à la mer, où se trouvent les prélèvements à l'échelle des grands tronçons du Rhône. Donc, je le répète, l'étude a été conduite à l'échelle du bassin versant. Donc là, on note l'influence sur le fleuve, mais tous ces usages peuvent se trouver sur les affluents ou sur leur nappe. Donc les grands usages vont se trouver essentiellement à l'aval, en particulier l'irrigation. Quant au stockage et déstockage des barrages, il aura lieu sur les affluents alpins. Donc là, je montre le transect de l'influence pour le mois de juillet en débit cumulé. Donc on va retrouver les 220 mètres cubes secondes que je citais tout à l'heure, ici à l'aval. Un usage également qui modifie l'hydrologie du Rhône, c'est la gestion du lac Léman. Sans rentrer dans le détail, et on y reviendra, j'imagine, avec l'exposé suivant, ce lac Léman déstocke de l'eau pendant la période hivernale, stocke de l'eau pendant la période de fonte des neiges et a une influence en fait neutre pendant une grande partie de l'année. Donc tout ce que j'ai raconté jusque-là se situe à l'échelle mensuelle. Ce lac Léman a une influence à des pas de temps inférieurs qui sont beaucoup plus complexes que celle-là. Sur la base de toute cette analyse des influences, nous avons reconstitué les débits désinfluencés du Rhône, c'est-à-dire quels auraient été les débits du Rhône s'il n'y avait pas eu ces usages. Ceci a été fait à l'échelle de chaque station. Et nous avons pu, au final, calculer la fameuse empreinte avec des ordres de grandeur pour le mois de juillet de moins de 1% sur les tronçons les plus amont à près de 15% pour les tronçons les plus aval. Donc c'est un chiffre qu'on peut retenir. Aujourd'hui, en moyenne, les usages du Rhône, les usages de tout le bassin du Rhône, excepté sa partie suisse, puisque nous n'avons pas inventorié les usages sur le bassin suisse, représentent de l'ordre de 15% des débits naturalisés, disons, désinfluencés du Rhône. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. Au mois d'août, cette empreinte est de l'ordre de 11% à l'aval. Et pour les mois qui suivent, en particulier jusqu'au mois de mars, on a des influences négatives, c'est-à-dire du fait de la restitution de l'eau des barrages au fleuve, on a des empreintes qui sont très faibles, voire négatives, c'est-à-dire qu'il y a un apport net de l'eau au Rhône. Sur les affluents, les empreintes sont variables, elles peuvent être très élevées comme sur la Durance, où on a une empreinte moyenne de 60%. Souvenez-vous que c'était 11% au mois de juillet, 14% au mois de juillet pour le Rhône, et là, ça sera 80%. Donc cet affluent est très utilisé. Toute l'étude que j'ai présentée jusque-là se déroule à un pas de temps mensuel. Nous avons également zoomé à des pas de temps plus fins et montré que les usages, en particulier hydroélectriques, modifient à des échelles journalières, voire infrajournalières, les débits du Rhône. On pourra y revenir s'il y a des questions sur ce sujet. Nous avons abordé dans un troisième temps les limites qu'il était possible de définir pour les usages prioritaires, en particulier du fleuve. Donc ces usages prioritaires sont en particulier les milieux aquatiques. La grande conclusion qui ressort de l'approche conduite dans l'étude,
c'est que la notion de débit biologique à l'échelle mensuelle n'est pas un indicateur pertinent pour le Rhône chenalisé. En effet, 80% du linéaire du Rhône est influencé par des ouvrages de ce type, et quel que soit finalement le débit dans ces chenaux, on a de l'eau, même à débit nul en fait, du fait de la présence de barrages, on a de l'eau dans ces chenaux. Donc finalement, le débit n'est pas un déterminant fondamental du milieu pour ces 80% de linéaire du Rhône influencés par des ouvrages hydroélectriques en ligne. Seuls 2 tronçons ne sont pas sous l'influence de tels ouvrages, en particulier à l'amont de Lyon et à l'aval du dernier ouvrage, à l'aval de Valabrègue jusqu'à la mer. L'autre raison, c'est que sur les 20% restants, les débits mensuels ne sont pas indéterminants car, du fait de l'activité hydroélectrique, les débits varient très fortement au cours de la journée, à des pas de temps très fins, et ces variations infrajournalières sont un déterminant beaucoup plus fort que la quantité d'eau absolue qui passe à l'échelle d'un mois. Donc nous n'avons pas défini de débit biologique. Un collège d'experts hydrobiologistes s'est réuni pendant 2 jours pleins avec nous, pendant une quinzaine de personnes, et ils sont arrivés à cette conclusion avec nous qu'il n'était pas possible de définir des DOE à l'échelle mensuelle, des débits biologiques à l'échelle mensuelle sur le fleuve Rhône. Pour l'eau potable, on a noté que peu de secteurs étaient sensibles au débit du Rhône pour le niveau des nappes et que le débit n'était pas déterminant de nouveau pour le Rhône chenalisé. Il y a des prélèvements dans les vieux Rhônes qui ne font pas partie de l'étude, mais pour le Rhône chenalisé, ça n'a pas été considéré comme un fait déterminant, excepté pour la ville de Lyon. Il faut maintenir 60 mètres cubes secondes à l'aval de la défluence au droit de Lyon, mais ce débit n'est pas déterminant au regard des débits du Rhône à cet endroit. On a également montré que le débit du Rhône était un facteur, certes, pour la remontée du biseau salé, mais vraiment de second ordre, c'est-à-dire que la remontée d'eau salée dans la nappe, en particulier en Camargue, n'était pas sous l'influence forte du débit du Rhône, mais plutôt, par exemple, des prélèvements qui peuvent être faits dans les nappes profondes, dans la nappe de Crau, par exemple. Le débit du Rhône est un déterminant très important pour le refroidissement des centrales nucléaires, dont le fonctionnement est conditionné au respect de températures à l'aval de leur point de rejet, mais aussi d'échauffement entre leur point de prélèvement et leur point de rejet. Donc leur niveau de production doit être adapté pour respecter ces contraintes. Et au-delà d'une certaine température de l'eau, il apparaît que le débit, en fait, n'est plus un déterminant. Nous avons fait un travail de près d'1 année avec EDF pour comprendre quel était le lien entre la production des centrales, le débit et la température du fleuve. Et il a été décidé d'inscrire au SDAGE 3 débits à l'échelle journalière cette fois, qui sont des déterminants d'une production minimale de ces centrales nucléaires situées sur le Rhône. C'est-à-dire qu'en maintenant ces débits au minimum, en maintenant un minimum ces débits, on garantit un niveau de production qui va dépendre de la température, c'est assez complexe, mais disons qui est un garant de la sécurité civile au sens de la production, qui est assez de production électrique sur le réseau électrique français. Donc au final, sera inscrit dans le SDAGE des débits du type débit de crise qui correspondent à ces débits minimums nécessaires aux centrales nucléaires pour produire un minimum d'électricité. Donc ces débits correspondent à un niveau de production qui lui-même est une fonction de la température de l'eau. Pour des températures courantes, ces niveaux de production sont de l'ordre de 70% et garantissent donc l'usage électricité. Et c'est ça qui était considéré ici comme un usage prioritaire, c'est de garantir un minimum de production électrique par les centrales nucléaires de la vallée du Rhône. Nous avons abordé d'autres usages, cette fois non prioritaires, comme en particulier la riziculture en Camargue et sa dépendance à la remontée éventuelle du biseau salé, pas du biseau salé, du coin salé, c'est-à-dire de l'eau de surface salée qui va remonter dans le fleuve. Et si le débit du Rhône est trop bas, ce coin salé peut remonter en amont, au droit des points de pompage des riziculteurs camarguais. Mais ce point n'a pas été déterminant pour inscrire des débits minimums dans le SDAGE. Donc à ce stade, je résume. En termes de limites, nous n'avons considéré finalement que l'usage eau potable et centrales nucléaires comme débit déterminant pour inscrire des débits minimums dans le SDAGE. Il a été considéré
en termes de débit de survie pour les espèces de poissons, que les débits minimums affectés pour les centrales nucléaires garantissaient la survie des espèces de poissons et que, au-dessus des débits que je citais ici, il n'y avait pas de problème de mortalité piscicole. Par contre, il n'a pas été défini à ce stade de débit associé de confort, en termes, c'est-à-dire la notion de débit biologique pour les poissons du Rhône, pour les 2 raisons que j'ai indiquées précédemment. Donc nous sommes face à une grande difficulté. On n'a pas pu définir véritablement de ligne rouge en termes de quantité d'eau à laisser à l'échelle mensuelle dans le fleuve. Donc strictement, on n'a pas pu définir des volumes prélevables qui auraient été la différence entre un débit naturel et ces lignes rouges dans le fleuve Rhône. Il a donc fallu raisonner autrement, et nous avons proposé à l'agence et à l'Adréal plusieurs approches, en particulier du type « qu'est-ce qui se passerait si ?» Qu'est-ce qui se passerait pour le Rhône en termes de débit si on prélevait plus ou si la ressource diminuait? Donc nous avons construit un modèle de ce type-là où nous faisons des hypothèses sur les évolutions possibles de la ressource et des prélèvements et nous voyons comment, au regard de ces hypothèses, les débits du Rhône évoluent. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer ces débits de manière absolue à des références puisqu'on n'a pas défini de ligne rouge à ce stade de la connaissance du fleuve. Si je reviens un tout petit peu en arrière, comment ont évolué ces 15 dernières années les prélèvements? Eh bien, en fait, les prélèvements ont plutôt et même largement diminué. Il y a eu une baisse forte des prélèvements en eau potable, enfin une baisse de l'eau potable, ça a été souligné depuis 2003. Les prélèvements industriels diminuent régulièrement. Les surfaces irriguées ont diminué de près de 15%. Mais surtout, on a aussi une baisse de l'influence du transfert hydroélectrique vers l'étang de Berre. On transfère une partie des eaux de la Durance vers l'étang de Berre, donc autant d'eau qui n'arrive pas au Rhône. Et depuis les années 90, ces débits qu'on a transférés ont considérablement diminué et aussi ça représente un gain en étiage, par exemple, de 35 mètres cubes secondes au mois de juillet. Pour terminer, je vous présenterai les 2 hypothèses qu'on a formulées sur les prélèvements pour le futur et sur la ressource. En termes d'évolution possible de la ressource, des prélèvements, nous avons formulé un premier scénario court terme. Le chiffre a été cité, qui correspond à une évolution de plus 5 mètres cubes secondes. Donc si les prélèvements ont diminué ces 15 dernières années, on imagine quand même qu'à court terme, étant donné tous les projets de développement recensés à l'échelle du bassin versant français, étant donné les projets d'économie d'eau, donc si on additionne tous les projets de développement et qu'on soustrait les économies d'eau, on arrive à un ordre de grandeur de 5 mètres cubes secondes de nouveaux prélèvements au mois de juillet. Nous avons formulé également un scénario long terme qui est 10 fois cette valeur, qui correspond à une augmentation de 30% des surfaces irriguées, à une augmentation d'1 million de personnes desservies par l'eau du Rhône. C'est un scénario qui n'a pas de sens véritablement socio-économique à court terme et qui a plus valeur de cerner la limite du système. Donc ces scénarios respectivement représentent une hausse de 3% de l'influence totale des usages hors influence des barrages de 3% pour le scénario court terme, donc on augmente de 3% les besoins au mois de juillet et de près de 30% au mois de juillet dans le deuxième scénario. Nous avons croisé ces hypothèses d'évolution des besoins avec les hypothèses d'évolution de la ressource en eau, en supposant dans un premier cas que la ressource ne bougeait pas et dans un deuxième temps qu'elle allait diminuer sous l'influence du changement climatique. Il y a énormément de données disponibles sur ce sujet. Nous avons formulé un seul scénario à dire d'experts dans le cadre de cette étude, avec une baisse sur les mois les plus critiques de juillet, août, septembre de 30% des débits. Nous avons enfin donc croisé ces hypothèses d'évolution des besoins et d'évolution de la ressource. Et nous parvenons aux conclusions suivantes. Quand on fait bouger la seule question des usages, c'est-à-dire quand la ressource reste ce qu'elle est aujourd'hui, une modification des prélèvements, même pendant la période estivale, modifie relativement peu, voire très peu, les débits du Rhône ou l'empreinte de ces usages sur le Rhône. Voilà par exemple comment évolue
pour les différentes stations de référence, le débit du Rhône au mois de juillet, pour le mois quinquennal sec, c'est-à-dire 1 fois sur 5 c'est pire, 4 fois sur 5 c'est mieux que ça. Donc les histogrammes bleus constituent notre situation de référence, et les deux histogrammes représentent, suivant, la situation de court terme et de long terme. L'évolution est de l'ordre de 1 à 2%. Quand on, par contre, modifie la ressource sous l'influence du changement climatique, là, le changement devient beaucoup plus notable, que ce soit pour le scénario court terme ou long terme. Et on voit que le changement vient essentiellement du changement de la ressource et, dans une moindre mesure, de l'influence des prélèvements. C'est-à-dire qu'on a une influence du fait de prendre plus d'eau à long terme, mais c'est surtout la baisse de ressources qui est notable. Nous avons regardé, pour ces scénarios, leur influence sur l'empreinte du Rhône également. Je passe rapidement. Et voilà, au final, les chiffres auxquels nous parvenons. Donc, dans cette première ligne, on note la hausse des prélèvements liés au scénario qu'on formule sur soit à court terme, soit à long terme, donc 3% ou 28%, avec donc des baisses relatives des débits du Rhône, je le citais, de l'ordre de 1%. Pour les scénarios, donc ça c'est pour le scénario court terme, pour le scénario long terme, sans changer la ressource, le débit du mois de juillet baisserait de moins de 5%. Par contre, quand on va diminuer la ressource sous l'influence du changement climatique, la baisse des débits va être beaucoup plus importante, en particulier sous la seule influence du changement climatique. Et à cette influence va se rajouter les prélèvements plus importants. Sous la seule influence, le débit, par exemple, baisserait de 33% au mois d'août. Sous la seule influence du changement climatique, la baisse serait de 36% si on rajoute le scénario long terme sur les prélèvements. Donc ça fait beaucoup de chiffres. L'important, c'est de retenir l'idée suivante, c'est qu'à court terme, le Rhône offre une marge de manœuvre certaine pour développer de nouveaux prélèvements. Qu'à long terme, cette marge de manœuvre interroge les gestionnaires au regard des chiffres que je viens de présenter, en particulier l'influence possible du changement climatique sur la ressource, et que donc dans cette situation-là, chaque mètre cube qu'on enlèvera en plus au Rhône sera un mètre cube important au regard des autres usages, et que donc, au-delà de la vision court terme, où sans problème on peut prélever, en particulier pour de la substitution dans le Rhône, la gestion du fleuve devra intégrer un suivi attentif de son hydrologie dans le long terme et de la somme des nouveaux prélèvements autorisés. Et qu'au final, aujourd'hui, on a progressé largement dans la connaissance du fleuve, des usages et de l'influence des usages sur le fleuve, mais qu'un besoin d'approfondissement ressort en termes de suivi hydrométrique de long terme. Conservons des stations comme elles existent et même améliorons leur précision. Améliorons la connaissance des besoins biologiques, en particulier dans les 20% de sections libres du fleuve, et les liens dans ces sections entre biologie et variation de débit aux échelles inframensuelles, voire infrajournalières.